Histoire bizarre des abonnés. Salut Léo Auguste, je suis Enzo, 12 ans. Tout a débuté quand j'étais à la ferme de mon arrière-grand-mère. Cet endroit était génial. Il y avait beaucoup de fruits que je pouvais cueillir sur les nombreuses espèces d'arbres fruitiers qui y poussaient. Il y avait beaucoup de cannes à sucre là-bas, c'était ma préférée. Mon arrière-grand-mère me disait toujours de cueillir les fruits avec beaucoup d'attention, car dans la nature, il y avait des choses mystérieuses que même les plus sages ne savaient pas expliquer. Alors, il y a eu cette fois où j'étais là dans la partie de la canne à sucre, tu vois, j'avais toujours un couteau avec moi pour ouvrir les fruits et dans ce cas, je coupais la canne, car elle est très dure. Je me suis donc assis là et j'ai commencé à mâcher et à sucer le jus. Je suis resté là pendant des heures et j'avais déjà consommé environ 5 cannes à sucre jusqu'à ce que j'entende un bruit. J'ai pensé que ça devait être un oiseau qui se posait là, mais ce n'était rien du tout. J'ai eu un mauvais pressentiment et je suis parti. Le lendemain, j'y suis retourné. Il manquait plein de cannes à sucre. On aurait dit que quelqu'un avait récolté. J'ai demandé à mon arrière-grand-mère si elle savait quelque chose. Elle m'a dit que c'était Tonneau qui en prenait de temps en temps, qu'il ne fallait pas lui parler, ni prendre trop de choses là-bas, parce que c'était lui qui surveillait le périmètre. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon. Le troisième jour, j'ai refait la même chose. Je suis resté là à sucer de la canne à sucre, jusqu'à ce que j'entende à nouveau le bruit d'herbes sèches qu'on piétine. Mais cette fois, on pouvait vraiment distinguer que c'était des pas. Est-ce que c'est le fameux Tomao dont ma grand-mère a parlé? Ce type, c'est qui? C'est un gardien qui traîne par ici, son jardinier! Je n'ai pas très bien compris ça. J'étais anxieux jusqu'à ce que les herbes s'ouvrent devant moi. Et il n'y avait rien. On aurait dit que quelque chose d'invisible, de grande taille, s'était arrêté devant moi. J'ai entendu ceci. « Sors d'ici, tu voles toute la canne. Pars avant que je ne m'occupe de toi, gamin. Mec, qu'est-ce qui se passe? » C'est quoi cette bête qui me parle? Je n'ai réussi qu'à rester immobile, sans bouger, pour ne pas être attaqué par cette chose. Je suis resté là pendant une demi-heure. Et cette bête continuait à parler. Soudain, je n'ai plus rien entendu. On aurait dit que le temps était clair, sans nuages, et le vent continuait de souffler. On aurait dit que rien ne s'était passé. Est-ce que je deviens fou? J'ai décidé d'ignorer ça et je suis retourné couper la canne à sucre. Et c'est là que j'ai ressenti une douleur incroyable, mec. Quand j'ai cligné des yeux et que je les ai rouverts, à l'endroit où il y avait la canne, c'était mon bras. Mon liquide vital coulait le long de tout mon bras. J'étais dans une sorte d'illusion. C'était déjà la nuit et j'étais au milieu du champ de canne à sucre. Il n'y avait plus de canne à cet endroit, mec. Je suis rentré à la maison en tenant mon bras coupé. Ma mère m'a grondé, elle m'a demandé ce que je faisais dehors à cette heure-là. Elle a dit qu'elle était sortie et qu'elle ne m'avait pas trouvé dans la cour. Peu après, mon arrière-grand-mère a dit que Tonio n'aimait pas les autres enfants. Je lui ai demandé qui était Tonio car je n'avais vu personne. Et elle a dit que c'était son fils. C'était lui qui s'occupait de cet endroit et qui protégeait contre les intrus. Je ne pensais pas qu'il te verrait comme une menace, Enzo. Je vais le gronder pour avoir fait ça. Ma mère a dit que mon arrière-grand-mère était un peu folle, que son fils, appelé Antonio, était mort depuis plus de 70 ans et que ce qu'elle disait n'avait aucun sens. Jusqu'à ce que, le soir, presque à l'heure de dormir, mon arrière-grand-mère ait préparé des biscuits sablés. Elle m'en a donné pour que je me calme, tu vois, mec? Elle les a même apportés dans la chambre où j'étais. Ça aurait été bien que je me remette en mangeant ces biscuits croquants et tout frais, qui d'ailleurs étaient délicieux. Mais au moment où je mangeais le deuxième, j'ai vu la lumière clignoter fort. Est-ce qu'elle est en train de tomber en panne? J'ai commencé à avoir peur. Est-ce que c'est ce truc du carnaval? Le soi-disant fils de l'arrière-grand-mère, j'ai posé les biscuits et suis allé à la fenêtre pour regarder dehors. Il y avait une trace dans l'herbe qui venait directement vers la maison. La lumière s'est éteinte pour de bon, mec. Je me suis caché sous le lit, j'ai rampé.
jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte. Mais je n'ai pas ouvert, je suis resté là, tout silencieux, jusqu'à ce que quelque chose donne un coup très fort et que la porte tombe. Je n'ai vraiment rien vu. J'entendais seulement des pas sur le plancher en bois. Il était là. Il est allé jusqu'au cookie. Des miettes tombées et j'ai entendu. J'adore les cookies de ma maman. Le lit s'est affaissé comme si quelqu'un s'était allongé dessus. J'ai été tellement écrasé que je n'avais plus d'air. Cette chose devait peser environ 800 kilos. Après ça, c'est le trou noir. Je me souviens seulement du matin, du soleil qui brûlait ma vue et de moi en train de sortir de sous le lit. On aurait dit que Tonya n'était déjà plus là, non? J'ai dit à mon arrière-grand-mère que la porte était tombée et elle a dit que tout allait bien. Cette porte ne tenait pas bien en place. Antonio a l'habitude d'ouvrir cette porte à coups de poing. Ma mère, dormant dans la pièce voisine, a entendu un bruit nocturne mais n'a pas pris la peine d'aller vérifier sa source. Elle pensait que c'était moi qui faisais du bruit. Je n'y suis jamais retourné depuis. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'y retournerai jamais. Je suis presque sûr que la chambre où je dormais appartenait à Tona autrefois, quand il était encore en vie. Et l'arrière-grand-mère qui faisait les petits biscuits que Tona aimait tant, c'était sûrement une raison pour qu'il apparaisse là. C'est vraiment un miracle que je sois encore en vie aujourd'hui. Merci d'avoir lu mon histoire, Léo Augusto. Je suis du Paraná. Et mes amis, vous voulez une bande dessinée de Léo Augusto? Ajoute juste ce numéro WhatsApp affiché et contacte-le là-bas, mec. Tu recevras une liste de bandes dessinées disponibles. Il y a les versions physiques et les versions numériques. Appelle là-bas et assure-toi d'avoir ta bande dessinée faite par Léo. Histoire bizarre des abonnés. Je m'appelle Samantha. Et ce que je vais te raconter est quelque chose que je n'ai jamais pu oublier. Depuis petite, j'avais une poupée appelée Lily. Je ne sais pas qui me l'a donnée. Je sais juste qu'elle a toujours été avec moi. Elle était très vieille, de celle en plastique rigide, et ses cheveux s'étaient complètement détachés de sa tête. Même ainsi, je n'arrivais pas à m'en séparer. Il y avait quelque chose chez Lily qui était étrange. Chaque fois que je jouais à coiffer les cheveux d'autres poupées, j'avais l'impression que Lily me fixait du regard. Ses yeux en verre fixe semblaient me suivre mes mouvements, même si je savais que c'était impossible. Ce n'est que dans ma tête, me répétais-je, jusqu'à ce qu'une nuit tout change. J'ai rêvé que je me réveillais au milieu de la nuit et que je voyais dans le miroir que mes cheveux manquaient de mèches, comme s'ils avaient été coupés de façon irrégulière. Je me souviens de la peur que j'ai ressentie, de cette sensation étouffante. Quand je me suis vraiment réveillé, je suis allé directement au miroir, essayant encore de me convaincre que ce n'était qu'un rêve. Mais non! Mes cheveux étaient vraiment plus courts. On aurait dit qu'ils avaient été coupés avec des ciseaux. Au petit déjeuner, ma mère l'a remarqué. « Samantha, pourquoi as-tu coupé tes cheveux ?» J'ai tout expliqué. Le rêve, la situation, mais elle m'a juste regardé avec cette expression sceptique de mère qui pense qu'on invente des histoires. La nuit suivante, je suis allé me coucher avec la sensation que quelque chose n'allait pas, mais j'ai essayé de me convaincre que c'était juste dans ma tête. C'est alors que j'ai fait un cauchemar, encore plus vif. Cette fois, j'étais complètement chauve. Ma tête brillait sous la lumière, comme celle de Lily. Je me suis réveillé en sursaut, haletant. L'horloge affichait 5 heures du matin. Quelque chose clochait. Je ne me levais jamais si tôt. Quand je suis allé devant le miroir, mon cœur a failli s'arrêter. J'étais chauve. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Ma tête était complètement lisse. Pas un seul cheveu. J'ai poussé un cri si fort que ma mère est arrivée dans ma chambre en quelques secondes. Avant même qu'elle ne me demande ce qui s'était passé, j'ai pointé l'étagère où se trouvait Lily. Quelque chose avait changé chez elle. La poupée qui était chauve auparavant avait maintenant des cheveux, et ce n'était pas n'importe quels cheveux, c'étaient les miens. Ma mère est devenue pâle, a pris Lily, m'a regardé et a simplement dit « Tu ne reverras plus jamais cette poupée ». Et c'est ce qui s'est passé.
Elle a fait disparaître Lily ce jour-là. Elle ne m'a jamais dit ce qu'elle en avait fait. Mais parfois, quand je suis seul dans ma chambre, j'ai l'impression d'être encore observé, comme si Lily était tout près attendant. Je m'appelle Julio et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé dans la nouvelle école du quartier lorsqu'elle a ouvert. Tout le monde était enthousiaste, elle était moderne, propre, tout était neuf. Mais une semaine plus tard, des choses étranges ont commencé à apparaître là-bas. Les premiers signes étaient les dessins. C'étaient des figures bizarres, faites avec quelque chose qui ressemblait à de la peinture noire, comme des taches dispersées, mais avec des formes presque humaines, déformées. Au moins 4 pièces avaient ces marques. Une dans l'escalier, une autre dans les toilettes, une autre dans la cuisine et la dernière dans la cour. Au début, je pensais que ce n'était qu'un élève qui faisait des graffitis étranges, mais les accidents ont commencé. Dans l'escalier où j'ai vu le premier dessin, un enfant est tombé et s'est cogné la tête. C'était horrible. Il a dû être emmené d'urgence à l'hôpital. La semaine suivante, dans les toilettes, un autre accident est arrivé. Quelqu'un s'est gravement coupé sur la cuvette des toilettes. Le fou était en train de relâcher de l'acier et soudain la cuvette s'est cassée. Ensuite, ce fut à la cuisine. Une fille était en train de déjeuner et s'est étouffée avec un os de poulet. Les professeurs ont couru. Elle a failli y passer. Le 4e accident s'est produit dans la cour. Un garçon est monté sur une grille de protection et a glissé, se déchirant la jambe sur le vieux fer. C'est là que j'ai commencé à remarquer le schéma. Chaque endroit où il y avait ce dessin étrange finissait par être le théâtre d'un grave accident. Et le pire dans tout ça, c'est que le prochain dessin était au plafond de mon salon. C'était une forme étrange que je n'arrivais pas à distinguer. J'en ai parlé à mes collègues, j'ai essayé de les prévenir que quelque chose pouvait arriver, mais personne ne m'a pris au sérieux. Et le pire, c'est qu'ils ont commencé à dire que j'étais responsable de ces dessins bizarres. Ils ont dit que c'était de ma faute, que je voulais attirer l'attention. Le temps passait et je devenais de plus en plus paranoïaque. Chaque jour, je regardais ce dessin au plafond, attendant que quelque chose d'horrible se produise, jusqu'au jour où, un mois plus tard, je suis entré dans la salle et j'ai remarqué que le ventilateur de plafond n'était plus là. Mon cœur s'est emballé, j'ai demandé à l'inspecteur ce qui s'était passé et il m'a répondu « Il est tombé hier sur la tête d'un élève du service de l'après-midi, il n'a pas survécu. » C'est très étrange que ces choses arrivent ici à l'école. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ce n'était pas une coïncidence. Il y avait quelque chose de mauvais dans cette école. Et les dessins étaient des avertissements auxquels personne ne croyait. Je me demande encore qui a bien pu faire ça. Serait-ce une âme en peine qui a laissé sa marque? Ou un avertissement annonçant que quelque chose allait arriver? Ou bien cette école a été construite sur un lieu sacré ou profané, je ne sais pas. Je sais juste que ça avait un rapport avec ces dessins étranges. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cette école, grâce à Dieu. Mais quand on passe devant cet endroit, on voit bien qu'il n'y a rien de pur là-bas. Tout est ravagé, détruit. Coelho, je m'appelle Georges et ce qui s'est passé dans la maison où nous vivions me hante encore. Tout a commencé avec des bruits sur le toit, toujours la nuit, juste au-dessus de ma chambre. Au début, c'étaient des griffures et de petits pas. Je pensais que c'était notre chat, ou même des rats qui passaient par là. Mais quand mon père est monté pour vérifier, il n'a rien trouvé. Les bruits ont continué, devenant de plus en plus clairs et perturbants. C'étaient des pas lourds, comme si quelque chose de grand marchait au-dessus de moi. Une nuit, j'ai enregistré les sons sur mon portable. Quand j'ai écouté l'enregistrement le lendemain, j'ai été terrifié. En plus des pas, il y avait une respiration lourde et lente. J'ai montré ça à mon père.
qui est devenu sérieux et a promis de vérifier le toit à nouveau. Mais avant cela, quelque chose de très étrange s'est produit. Notre chat Tito a disparu. C'était le genre de chat qui rentrait toujours à la maison. Mais cette semaine-là, il a tout simplement disparu. Nous l'avons cherché partout, mais sans succès, n'est-ce pas? Au petit matin, avant que mon père ne monte sur le toit pour la deuxième fois, j'étais réveillé, écoutant les bruits comme d'habitude. Quand quelque chose m'a glacé, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une ombre traverser le ciel. C'était comme si elle était sortie du toit de ma maison et était partie au loin. Je suis resté paralysé, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Était-ce un urubu ou quelque chose de similaire qui se trouvait là? Je me souviens de m'être endormi et de m'être réveillé en sursaut. Le bruit est revenu, des pas lourds juste au-dessus de moi. Le plafond en bois semblait céder sous le poids de cette chose. Ça semblait venir d'un autre monde. Le lendemain matin, mon père est monté de nouveau sur le toit, cette fois avec une lampe de poche. Quand il est descendu, il était pâle comme un fantôme. Il a raconté qu'il avait trouvé des excréments étranges là-haut, un nid gigantesque fait de branches, de restes de tissus et d'os. Parmi les os, il y avait quelque chose d'encore plus bizarre, une petite collection qui semblait appartenir à un chat. Mon père n'a rien dit, mais son regard disait tout. Tito n'avait pas simplement disparu, il avait probablement été mangé. Il a aussi trouvé une ouverture sur le côté du toit, comme si quelque chose de gros avait creusé là pour entrer. Ce n'est pas un oiseau banal, fiston. On dirait qu'une créature infernale a tout simplement surgi ici. Cette nuit-là, mon père a choisi de déménager. Il n'a pas voulu trop expliquer, mais il a bien précisé qu'il n'était pas sûr de rester là. Depuis lors, je n'ai plus jamais revu cette chose étrange. Parfois, j'ai l'impression que quelque chose m'observe. Et les nuits silencieuses, je jure que j'entends des pas au-dessus de ma tête. Mais je pense que c'est juste dans ma tête, non? Voici l'histoire de Nyanyamo. Je crois que c'est ainsi qu'on prononce son nom. Salut Léo, comment vas-tu? J'adore tes histoires. Je vais raconter mon enfance. Si tu la reprends, ajoute-moi des cheveux ou une robe pour que je ne sois pas anonyme. Ça marche. Comme ça, c'est bon? Quand j'étais petite, j'avais environ 6 ans, je dormais seul dans une chambre. Là-bas, il y avait une armoire macabre des années 80 et une fenêtre qui donnait sur le devant de ma maison. Ma chambre était près du salon, c'est-à-dire près de la porte. Chaque nuit, je regardais par la fenêtre et je voyais les branches de l'arbre. Mais l'arbre avait beaucoup de feuilles. On voyait à peine les branches. Parfois, la nuit, je me réveillais et je restais à pleurer devant la porte de la chambre de mes parents sans raison. Hein? Tu as dit que tu avais 6 ans, n'est-ce pas? À 6 ans, dormir seul dans une chambre avec des branches et des feuilles qui frappèrent la fenêtre, ça devait être effrayant. C'est de la folie. Mais enfin, je me souviens seulement de m'être réveillé en position fétale, les yeux rouges. J'entendais des bruits forts venant du salon la nuit à cause de mes jouets laissés par terre. Attends, tes jouets faisaient des bruits bizarres, c'est ça? Je laissais mes poupées et mes oursons habillés, mais quand je regardais en arrière, ils n'étaient plus habillés. Comment ça, mec? Les jouets enlevaient leurs vêtements? Quelqu'un leur enlevait leurs vêtements? Je ressentais une énergie négative chaque fois que j'allais dormir. Je passais toute la journée chez mes amis, chez mes grands-mères, mais cette énergie me suivait et je cassais toujours quelque chose, comme un vase ou une assiette. Et ça a continué pendant environ 3 ans. À 9 ans, ma mère a commencé à dormir avec moi et à m'emmener à l'église. Et ça a changé, mais je continue à voir des ombres à la maison et je me sens mal la nuit. Eh bien, cette maison doit vraiment être hantée pour enlever les vêtements des poupées, pour faire passer des ombres. T'es fou, mec. Comment c'est possible, mec? Tu habilles la poupée et après elle n'a plus de vêtements. Comment?
Comment c'est possible? Ce n'est pas normal, mec. Il y a quelque chose dans cette maison. Un truc louche, mec, vraiment louche. Il vaut mieux jeter du gros sel dans la maison, faire, je sais pas, mec, un exorcisme dans l'endroit parce que ça devient chaud, vieux. C'est louche, nulle part, mec. Fais attention, hein? Salut Léo Auguste, je suis Victor, un grand fan de ta chaîne. Je suis assidûment tes vidéos et tweets. Merci pour tout, vraiment. Je voulais partager une histoire personnelle. Eh bien, j'avais environ 8 ans à l'époque et je suis allé voyager chez mon grand-père. Pendant tout le voyage, je me sentais mal, j'avais très envie de vomir, mais heureusement, j'ai tenu le coup jusqu'à chez lui. À notre arrivée, nous sommes allés dormir. J'adorais le parcours et je voulais vraiment en faire. Alors j'ai eu la brillante idée de grimper sur un mur de cimetière. Sérieux, tu vas escalader le mur du cimetière pour... Sérieusement, tu vas grimper sur le mur du cimetière pour faire du parcours, mec. T'es sérieux? Ah, mec, ça va mal finir. Du cimetière à côté de la maison de mon grand-père. Et donc, je suis monté sur le mur du cimetière pour... J'ai commencé à essayer de garder l'équilibre. Mais, mon frère, j'ai fini par perdre l'équilibre et je suis tombé dans le cimetière. Regarde ça, hein? Tu sens cette odeur? Cette odeur de merde qui arrive là. Je me suis levé, j'ai bien regardé l'endroit. Et pour mon malheur, mec, le cimetière avait la porte fermée. J'ai commencé à crier comme un fou. Tous les noms que je connaissais. Maman, papa, papy, tonton. J'ai crié, Rien, j'ai essayé de grimper le mur. Il est parti en courant, a sauté, il a grimpé le mur. Tranquille, mais au moment de descendre. Je n'avais pas vu un fil de fer mince. Mec, un fil de fer. Mec, ça a mal tourné. J'ai sauté et à ce moment-là, j'ai senti ma jambe se déchirer. Mince, mec! Avec tout sur le fil de fer, il y avait beaucoup de sang qui coulait. Je me souviens que c'était déchiré. De mon genou jusqu'à mon pied. Ça devait être ces fils de fer de clôture, tu sais, ces fils barbelés là, vraiment dangereux. Mec, putain, mec, et si c'était rouillé? Ça aurait pu être pire, hein? Mon Dieu, mec, c'est fou. Pourquoi t'es allé faire du parcours sur le mur du cimetière? Mec, fais du parcours dans un petit parc où il y a des enfants. Fais-le. Je sais pas, mec, mais au cimetière, vieux, au cimetière en plus. C'est quoi ça, mec? Mon pied m'a fait super mal. Ah, j'imagine, mec, ça a dû faire mal, vraiment mal. Ça a dû faire mal jusqu'à l'âme, jusqu'à la maison de mon grand-père. J'ai dû me faire opérer. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais refait de parcours dans ma vie. Désolé de rire de toi, mec, mais moi non plus, je ne referai jamais ça. J'espère que tu vas bien. Tu dois aller bien, non? Tous ceux qui envoient des histoires, c'est parce qu'ils ont survécu à ces aventures-là. Merci beaucoup d'avoir envoyé ton histoire, hein?